Je dois vous avouer que quand j'ai commencé la vidéo, quand j'ai regardé le truc, quand j'ai entendu la musique, et j'ai eu vraiment des frissons, c'était pour moi le fait de se re-immerger dans cet univers, voilà, de réentendre la musique, de revoir les lieux, les tons, les différentes atmosphères que l'on peut percevoir à travers chaque lieu qu'on retrouve dans Westeros et Essos. Et ça vraiment c'était un réel plaisir. Par contre, mon dieu, il y avait des trucs qui étaient tellement mauvais dans cet épisode que j'avais envie de m'arracher les cheveux. Alors évidemment, je vais pas vous faire attendre 3000 ans, je vais vous dire un truc, l'épisode était bon dans l'ensemble. Il était là où il devait être, c'est-à-dire il remplissait le job de réintroduire les différentes intrigues qu'on avait laissées en branle un petit peu aux dernières nouvelles, donc dans la saison 5. Mais le pire qui est arrivé, c'était Dorne. Déjà que Dorne dans la saison 5 manquait cruellement de saveur. Il y avait presque jamais de réelle intensité si vous voulez. On n'avait ni contextualisation, ni tension, ni réel, développement, progression dans l'histoire. Regardez par exemple, sur la petite carte dans les génériques dans la saison 5, quand on introduisait Dorne, on voyait marqué quoi? Les Jardins d'eau, Lancelion qui est la capitale de Dorne? Non, on voyait juste marqué Dorne. Vous imaginez si on va à Winterfell et qu'il y a marqué Nord, ça donne vraiment l'impression que les auteurs n'en ont rien à foutre de cette intrigue-là. Bon, déjà ça se sentait mauvais un petit peu dans la saison 5. Mais là, cette réintroduction à Dorne dans la saison 6, mon dieu, qu'est-ce que c'était mauvais! Nul à chier, ça montre à quel point et de plus en plus les auteurs sont en train de faire de Game of Thrones une parodie d'elles-mêmes, sont en train de répéter les codes de Game of Thrones sans vraiment introduire de réelles motivation, de réel sens derrière les morts ou les événements très très marquants. Et je trouve que à mesure que les auteurs de la série sont en train de s'éloigner de l'œuvre originale, on est en train de plus en plus de sentir une baisse de qualité dans l'écriture. Bien, chers amis, nous allons donc pouvoir commencer enfin l'analyse de l'épisode 1 de la saison 6 de Game of Thrones. Avant toute chose, je tiens à préciser que je ne vais donc pas mettre d'image de la série parce que vous savez que sur YouTube, on se prend très très vite des strikes et j'ai déjà eu un avertissement par rapport à une réaction live d'un épisode de One Piece. Donc je n'ai pas envie de prendre plus de risques que ça et donc je suis désolé pour vous. Alors par contre, peut-être que je pourrais mettre des images que je trouve sur Google, des images de la série, des images déjà passées, de saison antérieure, mais certainement pas des images d'épisodes de la saison 6. Mais donc j'essaierai quand même de faire un montage pas trop compliqué pour vous, pas trop compliqué à comprendre, parce que je comprends complètement qu'au bout d'un moment on soit un petit peu perdu au niveau de savoir de quel personnage on parle et de où on se situe exactement. Bon, premièrement, donc je parlerai de ce qui est advenu au mur. J'ai vraiment adoré la façon dont on avait maintenant un Davos qui vraiment prend les choses en main et qui est un petit peu livré à lui-même. C'est vrai qu'il n'a plus d'armée Baratheon à suivre et que Stannis, étant donné qu'on pense qu'il est mort, eh bien on suppose qu'il est mort, je dis bien suppose parce que j'y reviendrai un petit peu après. Mais Davos ici, voilà, on voit un petit peu plus son côté un peu contrebandier, son côté beau parleur, son côté un petit peu, voilà, le gars qui sait se défaire un peu de toutes les situations. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le personnage de Alliser Thorne, la manière dont il retourne un petit peu la situation à son avantage avec son discours. Et j'ai trouvé que finalement, ça avait du sens ce qu'il disait, c'est-à-dire que effectivement, Jon Snow, c'était le Lord Commander, enfin c'était le commandant et il fallait respecter tous ses ordres et Alliser Thorne l'a fait dans la mesure où, on a bien vu que il a respecté, enfin il s'est battu techniquement à Château Noir. Mais c'est vrai que techniquement, Jon Snow, en faisant passer les sauvageons de l'autre côté du mur, il gifle un petit peu une grande plâtrée de traditions qui sont quand même très ancrées dans la mémoire de Château Noir. Donc c'est vrai que parmi beaucoup de gardes de nuit, parmi beaucoup de membres de la garde, je veux dire, il y a pas mal de gens qui ont souffert des actions des sauvageons. Donc c'est vrai, en un certain sens, on peut comprendre Alliser Thorne, même si effectivement, il est présenté comme l'antagoniste de cette intrigue-là. En ce qui concerne donc la sorcière rouge, c'est vrai que c'était surprenant, je dois vous l'avouer, mais je trouve que c'est une très bonne approche, encore une fois, de la magie dans Game of Thrones. C'est-à-dire que ici, la magie, elle est là de manière un petit peu fantastique, de manière mystérieuse. Elle n'est jamais présentée de manière merveilleuse. La différence entre le fantastique et le merveilleux, c'est que le fantastique aborde tout ce qui est surnaturel d'une manière étonnante, surprenante. C'est toujours vraiment quelque chose qui dépasse la normale. Alors que dans le merveilleux, finalement, ce qui dépasse le surnaturel est tout simplement naturel, c'est normal. Par exemple, dans Game of Thrones, les dragons sont une légende, ils sont évoqués comme quelque chose qu'on craignerait, on ne sait même pas s'ils existent réellement. Alors que dans, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, toutes les créatures magiques, c'est normal qu'on les rencontre, qu'on les voit. Personne ne va faire « Oh, regardez un troll, mais qu'est-ce que c'est ?» Voilà, c'est normal de voir des trolls se balader. Alors donc,
En ce qui concerne la magie de la sorcière rouge, j'ai trouvé que ça nous disait quelque chose de très intéressant, c'est que le culte du R'hllor est très mystérieux, très ambigu. La prêtresse rouge, donc, est-ce qu'elle a, je sais pas, 500 ans? Est-ce qu'elle est 500 ans? Ou alors est-ce que, effectivement, elle aurait... Ça, c'est une théorie qu'on a eu un petit peu plus dans le live que j'ai fait avec mon compagnon, donc mon ami Chapeau de Paille, avec qui on a fait un super live d'ailleurs. Je vous invite à aller regarder le live, même si c'est un petit peu long. Les 2 premières heures sont bien consacrées donc à Game of Thrones. Mais c'est vrai qu'il avait une théorie comme quoi, donc, elle aurait... concentré de la vie dans le collier qu'elle enlève et qu'ensuite il sera destiné à Jon Snow pour qu'il puisse être ressuscité. Moi je vous avoue que j'ai pas vraiment pensé ça, mais bon, ça pourrait très bien être ça. Après, en ce qui concerne donc la sorcière rouge, est-ce que c'est sa dernière action? Est-ce qu'en enlevant ce collier, elle se condamne elle-même? Est-ce qu'elle se condamne à supporter finalement le poids des années et donc mourir de vieillesse tout simplement? C'est bien possible. En l'occurrence, moi je ne l'ai pas perçu comme ça, j'ai simplement perçu, moquez-vous de moi, hein, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'elle retirait son collier comme une vieille personne enlèverait son dentier juste avant d'aller se coucher. Bon, c'est vrai, c'est ridicule, mais je pensais ça. J'ai pas tilté que ça pouvait être pour elle une dernière action destinée donc à ressusciter Jon Snow. Bien, en ce qui concerne maintenant le Nord et donc en particulier Sansa, Théon bien sûr, Brienne, et je parlerai évidemment un petit peu des Bolton et de ce qu'on a pu voir à propos de Ramsay. Premièrement, Sansa et Théon, j'ai adoré leur réunion, et surtout le fait que, un moment on les voit se faire un câlin, j'ai trouvé que c'était vraiment soulageant pour nous qui avons... qui avons quand même voilà, assisté à la séparation des Stark et chacun de leur côté. C'était toujours terrible de les voir à chaque fois se manquer. Arya aux noces pourpres qui manque de voir Robb et qui évidemment heureusement se fait sauver d'une certaine manière par le limier. Et enfin les deux voient, parce que évidemment vous allez me dire Théon c'est pas un Stark, oui mais il fait partie de la famille Stark d'une certaine manière si vous voulez. C'était leur otage mais c'était aussi leur compagnon de jeunesse et d'une certaine manière c'est vraiment agréable de les retrouver seuls, cette fois-ci plus sous l'emprise dans la captivité à Winterfell, mais seuls en liberté bien sûr pour chasser, mais c'était vraiment agréable à revoir. Et évidemment quand Brienne et Pod arrivent c'est vraiment juste génial parce que enfin voilà on a un quatuor de personnages qui se ressemblent, qui se retrouvent et c'est vraiment extrêmement soulageant j'ai trouvé. La scène d'action qui suit donc justement est vraiment très bien nourrie par les musiques, elle est très bien alimentée, ça y a rien à dire, très bien rythmée et je trouvais que c'était vraiment intéressant de voir que Pod voilà, a un petit peu appris l'entraînement à porter ses fruits, donc maintenant il sait un petit peu se battre, donc c'est vraiment cool de voir ça. Et également de revoir le fait que même si la scène était un petit peu cliché, hein, le fait que Théon arrive au dernier moment pour sauver Pod, mais ça nous montre aussi que voilà, il reprend un petit peu confiance en lui, il essaye de, voilà, il a la capacité, je parle de Théon, hein, de reprendre une épée en main, et j'ai trouvé que c'est peut-être un signe, va-t-il retrouver un petit peu sa mémoire corporelle qui finalement hantait peut-être un peu ses souvenirs, le fait qu'avant il était un guerrier, il était un chevalier, donc c'est peut-être ça qu'on risque de voir cette saison, voilà, le retour de Théon. Mais après, je pense que Théon a déjà rempli une partie du contrat, en ce sens que, voilà, il a sauvé Sansa, c'est déjà un chemin, enfin, c'est déjà un grand pas dans le chemin de la rédemption. Bien, en ce qui concerne Ramsay Bolton, évidemment Roose Bolton, je dirais que la série est en train un petit peu de nous faire penser que, voilà, de plus en plus, il y a une espèce de tension qui est en train de se jouer entre Roose et Ramsay. D'un côté, Ramsay, on nous montre de plus en plus comme une espèce de personnage vraiment complètement fou, complètement... voilà, la tension est toujours à son comble quand il arrive sur scène. Et c'est vrai que quand on voit un petit peu les moments où on essaye de nous l'humaniser, un petit peu par exemple quand il évoque le souvenir qu'il avait avec la nana là, qui est morte dans la saison 5, là, je me rappelle plus exactement, mais pardon, sa maîtresse, hein, la nana d'ailleurs, qui apporte une dimension un petit peu super... Enfin, j'ai bien aimé cette dimension un petit peu autre qu'ils apportaient au personnage de Ramsay, dans le sens qu'on comprend maintenant quelle relation il avait avec cette fille, dans le sens que, voilà, lui ce qui l'intéresse, c'est des gens qui savent ne pas le craindre, c'est ça qui est intéressant, c'est finalement, la clé avec Ramsay, c'est peut-être d'être aussi fou que lui. Mais juste après, l'instant d'après, on nous le montre qui dit, voilà, foutez-la au chien, donnez ses restes au chien, et je trouve que c'est excellent parce que justement, c'est une sorte de baffe, on nous fait croire que Ramsay a un petit peu d'humanité en lui, puis juste après, voilà, on se prend la contre-gifle en nous disant, non, rappelez-vous que ce mec est quand même extrêmement froid quand il peut le vouloir. En ce qui concerne Roose Bolton, je tiens à dire que oui, on est en train d'essayer de nous le dépeindre un petit peu différemment de son fils et de nous montrer que, voilà, lui il reste calme, reste rationnel et sait analyser la situation, là où peut-être son fils risque d'avoir un petit peu un défaut grandissant de plus en plus. À mesure qu'il se sent victorieux, Ramsay, il a tendance un petit peu à voir les choses en petit. Et il se dit qu'en ayant vaincu Stannis, ça y est, ils ont la situation bien en main dans le Nord. Mais Roose Bolton a très bien raison de nous rappeler qu'il y a les Lannister qui sont quand même une menace très importante. Et
Deuxièmement, moi je rappellerai moi-même qu'il y a aussi le Val, les chevaliers du Val, qui menés de la main donc de Littlefinger, avaient été présagés comme pouvant être une menace, et c'était des mots de Littlefinger. On avait entendu, je crois face à Cersei, on avait entendu dire qu'il pourrait utiliser les chevaliers du Val pour peser, donc faire une menace à l'encontre des Bolton. Mais en ce qui concerne Roose Bolton précisément, j'ai l'impression qu'il est en train un petit peu d'entrer en confrontation, en conflit avec son fils. Il dit bien, hein, voilà, en gros, c'est je pourrais te remplacer avec mon héritier que je pourrais avoir avec Walda Frey, sa femme. Et Ramsay, il est un petit peu en mode, oui, mais putain, enfin, on voit ses yeux, quoi, putain, je risque de perdre ma place, donc est-ce que finalement, Ramsay n'aurait pas envie d'éliminer son père? Finalement, ça pourrait être ça. Et du coup, ce que j'ai en train de me dire, c'est que la série, elle est en train de nous dire, regardez, Roose Bolton est en danger. Il est en danger parce que, regardez, Ramsay, il est si violent, il pourrait très bien éliminer rapidement Roose Bolton. Oui, mais attendons 2 minutes, les amis. Roose Bolton, c'est quelqu'un non seulement de très intelligent, on l'a vu, il est même plus intelligent à mon avis que son fils. Mais, Roose Bolton, c'est un Bolton, faut pas oublier ça. Et lui aussi, il aime torturer ses victimes, lui aussi, il aime dépecer ses victimes comme les traditions des Bolton le veulent. Donc, je pense que là, peut-être que le show essaie un petit peu, enfin la série essaie un petit peu de nous un petit peu emberlificoter l'esprit. Et je pense qu'il faut pas oublier que Roose Bolton est un adversaire redoutable. Il est redoutable et il faut surtout pas penser qu'il se fera avoir comme ça aussi simplement. Maintenant, je vais pouvoir passer donc à le truc le plus horrible de cet épisode. C'est Dorne. Sérieusement. What? Quoi? Doran Martell, Areota, Tristan, ils se font tuer dans le premier épisode. Bon, c'est là où on voit vraiment que la série est en train de prendre un mauvais... elle est en train de prendre un mauvais virage, c'est hallucinant. Quand Game of Thrones tuait des personnages principaux ou secondaires auparavant, les morts faisaient du sens et étaient marquantes parce qu'elles apportaient des choses au personnage. Parce que la mort de Robb Stark ajoutait vraiment une touche romantique à son personnage, une touche très tragique à son évolution. Parce que la mort d'Oberyn, elle apportait quelque chose de dramatique, elle montrait encore plus de folie dans ses yeux, et voilà, elle apportait beaucoup de choses pour montrer que sa personnalité finalement était extrêmement intense et chaotique. Et j'ai trouvé que là, cette mort ne correspondait absolument à rien. Elle faisait absolument aucun sens. Doran Martell et Areota même, c'était des personnages qui avaient énormément de potentiel. Doran Martell, on en a vu absolument, mais on n'a vu rien de ce personnage. Il avait tout à faire. Et là, j'ai trouvé qu'ils ont juste jeté à la poubelle un diamant brut. Doran Martell est mort sans avoir pu rien donner dans la série. De la même façon, Areota, lui qui était censé être un guerrier si important, voilà, si imposant, et voilà, c'était un personnage secondaire bien sûr, mais c'était un personnage qui avait une hype autour de lui, et aussi autour de son arme. Rappelez-vous comment son arme était hypée dans les premiers épisodes de la saison 5, comment à chaque fois on faisait référence à sa hallebarde si vous voulez, et Doran lui disait, est-ce que tu sauras encore t'en servir? Eh bah, finalement non, il sait plus du tout s'en servir le con apparemment. C'est censé être un prêtre barbu de Norvos. Dans les livres, Areota est donc un prêtre barbu. Les prêtres barbus sont censés avoir une barbe, mais non, bon, passons. Apparemment, c'est un prêtre barbu rasé. Mais les prêtres barbus viennent d'une cité libre bien au nord d'Essos, enfin au nord-est d'Essos, et qui s'appelle donc Norvos. Et à Norvos, il y a un culte vraiment très très important, je ne sais plus exactement de quel dieu, mais enfin, c'est une cité très religieuse. Et il y a un ordre de guerriers ici qui s'appelle les prêtres barbus. Et ils sont extrêmement bien entraînés, et ils sont souvent vendus à des cours et à des princes en tant que garde du corps. Là, what the fuck, c'est quoi ce délire? On avait même eu l'impression que finalement les capacités de guerrier de Areota avaient été un petit peu, voilà, hypées. On avait pu un petit peu goûter, mais très rapidement. C'était peut-être un avant-goût justement quand on l'avait vu contre Jaime, qu'il avait dit ça aurait pu être un beau combat si tu avais eu encore tes 2 mains. Et on s'était dit ah d'accord, donc lui c'est un guerrier dont on verra peut-être les capacités plus tard. Et là il nous le tue comme ça, mais si c'était juste pour nous montrer que les Sand Snakes sont, enfin les Sand Snakes sont dangereuses, c'est même pas la peine, on n'a même pas eu le temps de voir à quel point ce personnage était puissant et fort. Donc franchement, ils ont tué un poussin dans l'œuf. Je sais pas si vous voyez, en gros, si l'expression fait du sens ici. Mais voilà, c'est un diamant brut, c'est 2 diamants bruts qu'ils ont jetés à la poubelle. En ce qui concerne Doran, je vais vous dire à quel point c'est terrible de l'avoir tué. Doran Martell, dans le livre, c'est quelqu'un d'extrêmement énigmatique parce qu'on ne sait pas si finalement derrière ce sourire si doux et si voilà,
si énigmatique, ne se cache pas finalement quelqu'un qui est extrêmement manipulateur et depuis le début. Effectivement, les Martell, on sait qu'ils complotent beaucoup. Je vais pas vous révéler trop de choses, mais on sait que, voilà, les Martell ont beaucoup de relations à Essos, qu'ils ont envoyé des émissaires un peu partout, qu'ils contrôlent un petit peu le game si vous voulez, mais d'une manière un petit peu underground, c'est-à-dire, voilà, excusez-moi, underground, c'est-à-dire que voilà, c'est un petit peu des mecs dont on ne sait pas réellement si ce sont des joueurs, si ce sont vraiment des mecs qui manipulent, ou si ce sont des mecs qui sont vraiment sincères. Et par exemple, pour vous donner un exemple, on sait que Dorne a menti de nombreuses années sur le nombre de soldats dont elle disposait. Voilà, Dorne finalement semblerait avoir le moins de soldats que moins de soldats que la plupart des autres royaumes dans Westeros. Mais finalement, voilà, Dorne, ce n'est qu'un masque. Et ça aurait été vraiment très intéressant de développer un peu cet aspect, de faire en sorte que Doran Martell, voilà, se révèle au bout d'un moment comme étant un énorme manipulateur, comme étant quelqu'un du niveau de Tywin en termes de politique, en termes de diplomatie. Et non, là ils nous font de Doran Martell juste une victime. Et finalement, on n'a même pas eu le temps d'empâtir pour ce personnage. Vraiment, là, c'était une mort qui ne servait à rien. Et j'ai envie de dire, même le personnage tel qu'ils l'ont adapté dans la série, le personnage de Doran Martell, n'a servi à rien. De la même façon, Tristan Martell, dont on attendait peut-être un potentiel dans le futur, n'a servi à rien. Et j'imagine quand même qu'un guerrier ou un prince, on l'a formé, je sais pas, au combat. Et le mec, alors qu'il y a 200 snakes, il vient se mettre entre les deux. Oui, c'est très intelligent, vraiment super intelligent. Enfin bon, donc vraiment quelque chose de vraiment incohérent, et aussi quelque chose de super incohérent. Les 200 snakes qui réapparaissent comme ça dans le bateau, qui était donc censé être à King's Landing. What the fuck? D'où elles sortent sérieusement? Alors soit le bateau qui était dans lequel était Tristan était resté à Dorne, et dans ce cas-là je me demande à quelle heure il comptait partir, et comment ça se fait qu'on a vu les Sand Snakes à Dorne la saison dernière et que là on les retrouve dans le bateau à Port-Réal? Elles ont utilisé quoi? Elles ont utilisé de la téléportation, c'est n'importe quoi. Ça montre que l'écriture vraiment essaye de passer outre certains détails, mais non les amis, on n'est pas cons, chers amis auteurs de la série, on n'est pas cons, et franchement ce genre de petits détails moi m'irrite, c'est hallucinant. Bien, en ce qui concerne Dorne, donc je dirais juste qu'ils essayent, ça se voit qu'ils essayent à tout prix de nous montrer que les Sand Snakes sont charismatiques, qu'on peut avoir peur, mais non, ça montre juste que voilà, vous voulez à tout prix nous les montrer charismatiques, mais que ça ne marche pas. Les seuls personnages intéressants c'était Doran Martell et peut-être son garde du corps Areota, mais vous les avez tués sans aucune raison, leur mort ne faisait aucun sens, on n'avait vraiment aucune raison d'avoir peur pour eux, et on n'avait même aucune raison de les aimer, alors que bon, moi je les aimais parce que je connaissais leur potentiel, mais des personnages que vous ne laissez pas respirer un minimum, comment vous voulez qu'on attende, je sais pas, de faire des scènes de leur propre mort, des scènes marquantes? C'est juste que vous les jetez à la poubelle sans aucun respect pour ce qu'ils auraient pu apporter dans la série. Voilà, j'ai trouvé que c'était dégueulasse. Ensuite, on va passer à Daenerys. Donc ça, c'était un petit peu l'instant coup de gueule. Maintenant, la tension va pouvoir redescendre. Ce que j'ai bien aimé avec Daenerys, c'est qu'on a vu que voilà, on retrouvait un peu les Dothraki, et aussi avec un petit peu d'humour. J'ai bien aimé la façon dont il parlait des 5 plaisirs, les 5 plus grands plaisirs. Donc dans la vie d'un Dothraki, dont celui de regarder une femme nue justement, mais comparé à celui de pouvoir capturer une cité, voilà, ça j'ai encore la version anglaise dans la tête, capturer une cité, voilà, de pouvoir voilà, tuer un autre Khal, voilà, donc c'était assez amusant. Alors juste Khal Moro, ils l'ont appelé Khal Moro, alors que dans la série, dans les livres pardon, c'est très précisément Khal Jako, hein. Le gars s'appelle Khal Jako, c'est vraiment le même personnage qu'elle rencontre, donc voilà, bon, ils ont changé le nom, je ne sais pas vraiment pourquoi, sans doute peut-être pour montrer qu'ils ont pris un petit peu d'écart avec le livre, pourquoi pas, ok. Donc j'ai bien aimé aussi la façon dont Daenerys voilà, se montre très droite et très honorable, et voilà, ne montre aucune émotion, ne montre aucune peur, et finalement elle connaît bien les Dothraki, elle a vécu longtemps avec eux, et elle sait peut-être comment leur parler. C'est peut-être pour ça qu'elle réussit justement à se dépatouiller de la situation de manière un petit peu, voilà, comme une chef quoi, y a aucun problème. On a l'impression que les Dothraki, elle joue avec eux comme avec des hochets. Mais quand même, il y a un truc que j'ai pas trop aimé, c'est que j'ai trouvé que c'était un petit peu trop rapide la façon dont Khal Moro justement changeait d'avis à propos d'elle. Khal Moro, ça t'est pas venu à l'esprit qu'elle pourrait te mentir, qu'elle pourrait te dire ouais je suis Daenerys machin, et je suis la femme de Khal Drogo, tout ça, Khal Drogo pardon. Attends, le gars il est tout de suite ah ok pardon, désolé, excuse-moi, non attends, elle pourrait te mentir. Donc voilà, j'ai trouvé que voilà, ça montrait peut-être un aspect un petit peu ridicule de la part de Khal Moro, un mec un peu naïf peut-être. Mais bon, Khal Moro, ça faisait du bien de retrouver un peu un mec un petit peu qui ressemblait à Khal Drogo quoi, avec la barbe tout ça. Bon, évidemment, il est un petit peu moins charismatique que Khal Drogo, mais ça fait du bien de retrouver les Dothraki.
Bien, ensuite, donc ça c'était vraiment les 4 gros trucs importants donc de l'épisode. Je vais revenir sur quelques petits trucs, mais bon, il s'est passé moins de choses à propos d'eux. C'est Marjorie et la Septa, enfin la sœur. J'ai trouvé que cette sœur-là, on la montre vraiment comme une espèce de grosse saloperie, et le jour où elle mourra, ce serait vraiment un moment vraiment de bonne catharsis, un bon moment de soulagement dans la série. En ce qui concerne Marjorie, on sait qu'elle veut voir Loras, et donc elle demande ça au grand moineau. J'ai trouvé que le grand moineau jouait vraiment extrêmement bien, vraiment très bon jeu de la part de l'acteur, vraiment excellent, et on trouve vraiment que ce personnage est terrible dans la douceur qui peut émaner, si vous voulez. C'est vraiment très bien vu de ce point de vue là. En ce qui concerne Cersei donc et Jaime, j'ai trouvé vraiment que les deux jouaient extrêmement bien, jouaient très bien, enfin surtout Cersei jouait vraiment bien le désarroi dans lequel elle peut être en voyant encore une fois un de ses enfants mourir, et je trouve que c'est formidable la façon dont ils réintroduisent la prophétie, donc la prophétie de Maggie la grenouille. Et je trouvais vraiment que voilà, là on avait vraiment une Cersei qui est en train vraiment de tout perdre, quoi. Et c'est super intéressant de voir un personnage acculé de cette manière, voilà. En ce qui concerne Jaime, j'ai un petit peu peur que voilà, il soit en train un petit peu de sombrer également dans voilà, des émotions un petit peu plus obscures, et c'est dommage parce qu'il avait fait du chemin, ce personnage. Il a vraiment fait du chemin pour se sortir de son arrogance naturelle et du fait que voilà, il se sentait peut-être supérieur du fait d'être un Lannister. J'ai peur un petit peu qu'il retombe dedans, pas de faire forcément de la même façon bien sûr, mais le risque évidemment c'est qu'il se renferme en tant que Lannister entre Lannister. Dernier point, c'est à propos d'Arya. Bon, finalement pas grand chose à dire, à part qu'on voit qu'elle va commencer à s'entraîner, et que le fait voilà, qu'elle se batte donc avec Jaqen H'ghar, du coup. Oui, la fille c'est Jaqen H'ghar, rappelez-vous la dernière scène. Enfin bref, du coup c'est personne, hein. Voilà. Dans les rues de Braavos, j'aimerais un petit peu plus d'animation, parce que c'est censé être un petit peu un mélange entre Bruges et Venise, donc voilà, j'aimerais bien un petit peu plus d'animation dans les rues. Vous savez, dans le livre, a priori, dans les rues un petit peu de la ville populaire, si vous voulez, dans les quartiers populaires, il y a les bravos, les assassins, les duellistes, hein, qui sont vraiment emparés de vêtements de mille feux, hein, leurs couleurs, voilà, des couleurs étincelantes. Il y a également les prostituées, j'imaginerais bien avec des masques un petit peu vénitiens. Je sais que la série essaye d'un petit peu de tout terniser, de tout darkiser, si vous voulez, de tout rendre un petit peu plus gris et obscur. Mais là j'aimerais un petit peu plus que voilà, c'est une cité libre, on attend un peu plus de couleurs dans les rues. Bon, c'est un petit détail, mais c'est voilà, je vous donne ça comme ça peut être intéressant. Bien voilà, chers amis, donc c'est la fin donc, de mon analyse de l'épisode. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi pour Dorne et pour voilà, les bonnes scènes comme avec Sansa et Théon, ou comme avec, je sais pas, par exemple, voilà, Cersei et Jaime. Donc dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé, dites-moi ce que vous attendez pour la suite. Et nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour l'analyse de l'épisode 2. Et sachez également que le vendredi donc de la semaine prochaine, j'analyserai encore une fois, donc on débriefera avec Chapeau de Paille, donc dans un live, probablement à peu près à la même heure, donc le vendredi soir. Cette fois-ci ce sera donc le vendredi, hein. Donc les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!